Merci beaucoup, Madame. Je suis très heureux de modérer cette panel sur deux thématiques extrêmement importantes qui sont d'un côté la santé et la sécurité alimentaire. C'est deux des grands piliers du bien-être de la population. On est d'accord avec ça. Et cette question mérite vraiment qu'on regarde de façon objective et surtout faire écho à ce qui a été dit ce matin, hier aussi, sur le fait qu'il ne s'agit plus de désirer quelque chose, il s'agit de passer à l'action, la mise en œuvre, l'implémentation. Dans ce sens-là, j'ai l'honneur d'avoir autour de la table des gens qui ont plus de 30 ans d'expérience chacun dans leur domaine, beaucoup dans la mise en œuvre, et donc c'est l'heure pour eux d'apporter quelques idées concrètes. J'aimerais au moins deux objectifs pour ces panels ici. Première chose, nous clarifier sur les enjeux. Deux, nous édifier sur les priorités, par où commencer et comment. Et pour finir, j'aimerais quand même en profiter pour qu'on soit vraiment à l'heure pour pouvoir prendre quelques questions dans la salle. Ça, c'est extrêmement important parce que c'est un sujet qui touche à tout le monde. Donc, j'aimerais vraiment pouvoir avoir le temps d'interagir un peu avec la salle cet après-midi. Donc, sans plus tarder, je vais introduire très brièvement nos panélistes. Il s'agit de Dr Marshall Martin, qui est médecin de formation avec plus de 30 ans d'expérience dans la mise en œuvre des grands programmes au niveau mondial. Elle va nous parler des aspects de santé publique, les systèmes de santé publique et les approches résilientes pour un système de soins résilient et autonome en Afrique. Ensuite, j'ai à ma droite ici M. Dr Mamadou Goïta, qui, lui, il est économiste du développement et enseignant-chercheur avec plus de 30 ans d'expérience aussi. Lui, il va nous aborder sur les questions de souveraineté alimentaire africaine, produire, transformer et consommer local. Quels sont les enjeux à ce niveau? Ensuite, j'aurai Dr Sylvain Landry-Bian Fall, qui est là. Lui aussi, il a plus de 30 ans d'expérience. Il est expert sociologue et anthropologue dans les questions de nutrition, santé, mais surtout, il est aussi expert des questions liées à l'intelligence artificielle. Donc, il est très important aujourd'hui et il va pouvoir nous parler aussi de ces questions de nutrition, prévention et bien-être. Donc, la santé, bien sûr, est au cœur du développement durable. Et à ma gauche ici, j'ai M. Fall Amadou, qui est à la fois expert, mais aussi qui est entrepreneur dans le domaine agricole et de l'agrobusiness. Donc, aussi, il va nous parler des questions de perspective aussi, des changements climatiques et de sécurité alimentaire. Nous avons aussi quelqu'un qu'on ne nous présente plus si vous êtes ici au Togo. Il est médecin de formation. Il anime une émission télé de vulgarisation dans le domaine de la santé publique, M. Kodom Michel, qui est le rapporteur, mais aussi qui va contribuer aussi au panel. Donc, sans plus tarder, je vais essayer de vous donner en 1 minute quelques chiffres et ensuite on va commencer les tours de table. Alors, en termes de santé d'abord, vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait la santé c'est le pilier du bien-être. Et là, dans le cas de l'Afrique, 33% des dépenses viennent de la poche directement des personnes.
Et dans les cas de 13 pays en Afrique, c'est plus de 50%. Le cas du Nigeria, par exemple, 75% des dépenses de santé viennent encore des ménages. Donc, ce qui est extrêmement important à garder en tête parce que ça a des impacts directs sur la santé publique, ce qui est à comparer avec 13% en moyenne dans le monde. Donc, on est vraiment encore très au-dessus. En termes de sécurité alimentaire, l'Afrique n'est pas juste producteur de matières premières d'exportation, mais certains biens comme par exemple le fonio, l'igname, le mil, l'Afrique a quasiment le monopole dans la production de ces biens qui sont directement consommés par les populations. Dernier chiffre, malgré tout ça, les importations africaines par an, c'est extrêmement élevé. Les marchés en Afrique augmentent plus vite, sont 2 fois plus dynamiques que les marchés mondiaux. Et l'Afrique, figurez-vous bien, dépense chaque année 90 milliards de dollars sur les importations alimentaires. 90 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, c'est presque 10 fois l'économie du Togo qu'on dépense pour importer, pour se nourrir, alors qu'on a suffisamment aussi de diversité de base ici. C'est important pourquoi? Parce que dans 25 ans seulement, d'ici 2050, la population africaine va non pas seulement doubler, mais la population urbaine va plus que doubler aussi. 700 millions de personnes supplémentaires qui vont venir dans les villes. Donc il faut nourrir, il faut vêtir. En même temps, la population rurale va continuer à augmenter. Sur ces quelques chiffres, on nous donne l'idée de vraiment l'importance de la question. Et je vais peut-être commencer par les questions de sécurité alimentaire d'abord. Monsieur Goïta, si vous pouvez nous dire, nous éclairer sur les enjeux, de quoi on parle d'abord, pourquoi c'est important, comment vous voyez les 3 priorités, par exemple, qu'il faut adresser et quelles sont vos recommandations prioritaires pour ça. Vous avez 10 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci bien, monsieur le modérateur. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur pour moi de parler d'une question aussi importante que la souveraineté alimentaire. Je crois qu'il est évident chez tout le monde qu'on ne peut pas parler de souveraineté politique s'il n'y a pas de souveraineté alimentaire. Mais je crois qu'avant d'aborder les enjeux liés à cette question, je vais clarifier un certain nombre de concepts qu'on utilise de façon concomitante mais qui ne sont pas les mêmes. Il y a 3 particulièrement sur lesquels j'insiste. C'est la question d'autosuffisance alimentaire, la question de la sécurité alimentaire et la question de la souveraineté alimentaire. Alors quand on parle d'autosuffisance alimentaire, qui a été la politique abordée après les indépendances dans la plupart des pays africains, c'est quand un territoire ou un pays a la capacité de produire l'essentiel, en tout cas, de sa nourriture pour pouvoir nourrir sa population. Il y a donc ce qu'on appelle l'autosuffisance complète, ça veut dire que l'ensemble des ingrédients qui rentrent dans un système alimentaire, on est capable de les produire sur son territoire. Il y a l'autosuffisance partielle, quand il y a un certain nombre de produits de base sur lesquels on est autosuffisant, mais on a besoin encore de compléments chez d'autres. Juste faire une illustration. Quand, au niveau international, les normes, un adulte, par exemple, au niveau du Sahel, consomme à peu près 20 kg de céréales par mois. Donc, si vous multipliez 20 kg de céréales pour les 12 mois de l'année, le chiffre que vous obtenez, vous multipliez par la population, vous obtenez ce qu'on appelle le besoin alimentaire de cette population, en tout cas sur les céréales de base dans le cas d'espèces. Donc, si un pays peut couvrir tous les besoins liés à ça, on peut dire que le pays est autosuffisant. Un pays comme le Mali, qui est mon pays, on a besoin de 3 millions, à peu près 600 000 tonnes de céréales pour pouvoir nourrir l'ensemble de la population malienne. Mais on voit bien que la plupart des cas, les productions dépassent cette mise. On parle de sécurité alimentaire quand la question de l'accès à la nourriture, la disponibilité de la nourriture pendant toute l'année, l'accès physique, ça veut dire qu'on peut l'acheter et on a aussi à proximité et que cette nourriture-là peut avoir des valeurs nutritives qui peuvent nous permettre de tenir notre agenda en tant qu'être humain. Donc on parle de ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Alors il y a une question qui n'est pas répondue ici. D'où vient la nourriture
nous mettons dans cette disponibilité, dans cette accessibilité, la question n'est pas posée. C'est pour ça qu'on dit la sécurité alimentaire, c'est comme si on disait « mange et tais-toi ». Vous mangez tant qu'il y a la disponibilité, les prix peuvent être subventionnés de l'extérieur, on peut l'acheter par rapport au marché international, mais tant que vous avez à proximité et que vous pouvez l'acheter et que vous avez la valeur nutritive requise, donc on parle de sécurité alimentaire. Mais la souveraineté alimentaire va au-delà de ça. C'est un agenda politique pour dire qu'il y a un droit d'abord que tout peuple a de décider de comment il veut produire sa nourriture. Quel type de nourriture il veut produire, comment il va s'organiser pour produire et quel type de politique il doit décider pour pouvoir produire sa nourriture. C'est pour ça que la souveraineté alimentaire a une question de droit, mais aussi une question de devoir des États et des entités de décideurs, décider, disons, de pouvoir prendre en charge cette question de souveraineté alimentaire. Donc on est au-delà de la question seulement d'accessibilité, mais les droits que tout peuple a de décider démocratiquement de son système alimentaire par ces peuples-là et de tout peuple qui peut accéder à la nourriture saine et la nourriture qui est culturellement adaptée à son contexte. Parce que quand on parle de culturellement adapté, il y a la nourriture elle-même, mais il y a aussi tout le système, le process de cette nourriture-là qui est important. Alors quand on pense ces enjeux, on voit bien qu'il y a des enjeux fondamentaux par rapport à cette question de souveraineté alimentaire, parce que d'abord la nourriture, c'est un médicament, mais la nourriture peut aussi être un poison. On le sait très bien, et je crois que les spécialistes de la santé reviendront sur ce point-là. Donc il y a des enjeux fondamentaux. Pourquoi doit-on parler aujourd'hui de souveraineté alimentaire? Le premier enjeu, c'est tout simplement la souveraineté alimentaire et nutritionnelle du continent. Parce que ce continent, je crois que les chiffres viennent d'être donnés par le modérateur, les chiffres sont effrayants. Quand on voit aujourd'hui tout le potentiel de ce continent, mais que nous soyons dépendants, et même une crise simple, dans 2 pays qui sont à des milliers de kilomètres, l'Afrique n'arrive pas à produire. Parce qu'on n'a pas l'accès à des intrants, on n'a pas l'accès à des semences, et tout est dépendant de l'extérieur pour pouvoir se nourrir. Donc là, le premier enjeu pour parler de ce sujet, dans le cas du panafricanisme, c'est tout simplement la souveraineté alimentaire de notre continent, la maîtrise de notre système alimentaire et surtout nutritionnel aussi, qui est fondamental. Deuxième élément, c'est aussi un enjeu économique. Il faut en parler. Nous avons extraverti notre système économique, tout simplement, après les programmes d'ajustement structurel, à cause de le modèle d'agriculture, d'élevage et de la pêche qu'on a mis en place pour pouvoir gérer notre économie. C'est là où il y a la grande majorité des populations qui travaillent, c'est là où il y a des enjeux fondamentaux en matière de création de la richesse, la création des emplois, mais aussi les investissements qu'on peut trouver dans d'autres secteurs. Il y a des enjeux sociaux, c'est le maintien vraiment du tissu social. La souveraineté alimentaire permet de maintenir le tissu social, de nourrir les villes qui ne sont pas des zones de production et de maintenir un équilibre entre les différentes composantes de la société, entre les éleveurs et les pêcheurs, les consommateurs et ceux qui font de l'exploitation forestière, etc., etc. Il y a aussi des enjeux environnementaux. Le contrôle de notre système alimentaire, à travers la souveraineté alimentaire, nous permet justement d'avoir le contrôle de la manière dont nous produisons, la manière dont nous exploitons les ressources et comment est-ce qu'on gère l'amont et l'aval des systèmes de production et la question du marché. Et il y a aussi des enjeux scientifiques. Il y a énormément de recherches aujourd'hui qui se font sur la question alimentaire, la question de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie, qui sont des zones, des espaces de production de connaissances que nous perdons tout simplement. La grande partie des entreprises aujourd'hui au niveau international, agroalimentaires, sont en train de s'accaparer de la recherche sur les semences, mais aussi la recherche sur d'autres phénomènes importants, mais il y a aussi des enjeux politiques. Donc pourquoi est-ce qu'on doit en parler? Parce que la stabilité des pays dépend vraiment de la maîtrise des systèmes alimentaires. On a vu avec certaines crises comment les émeutes de la faim ont été organisées de façon manipulative pour pouvoir dresser des populations contre souvent des décideurs, tout simplement parce que l'enjeu international a été transposé au niveau national sans qu'on fasse un calcul important de ce qui existe à l'époque. Oui, justement pour ça, comme vous avez si bien dit, est-ce que vous avez des chiffres pour nous étayer un tout petit peu pourquoi ça doit être panafricain? Tout à fait. Alors, donc, je crois que assez rapidement pour dire, je vais vous donner quelques informations sur la géopolitique de la nourriture au niveau international. Certaines dames, vous le savez bien qu'annuellement, il y a à peu près 100 000 milliards de dollars américains qui sont dépensés pour nourrir le monde. Ça, c'est des statistiques au niveau des institutions internationales. 100 000 milliards de dollars sont utilisés, qui vont de la production, le transport, la transformation, la conservation
et aussi mais la mise en marché et le recyclage des produits qui sont issus de la consommation. À peu près 100 000 milliards. Mais sur ces 100 000 milliards, vous avez déjà 6 entreprises qui disposent de 58% de l'industrie des semences dans le monde. 6 entreprises, 58% de toutes les ressources qui sont utilisées sur les 100 000 milliards pour accéder aux semences appartiennent à 6 entreprises. Aucune entreprise africaine ne figure parmi ce lot. Deuxième élément important que je peux donner, c'est qu'il y a 6 entreprises qui disposent de 78% du marché des pesticides. 6 entreprises disposent de 78% du marché des pesticides. Ça veut dire que ce que nous utilisons comme pesticides dans notre alimentation contribue à extravertir notre économie et avoir accès à ces ressources-là. 4 entreprises disposent entre 70 et 90% du marché des graines au monde, parmi lesquelles l'Imagrain ou d'autres structures qui ont 90% du marché, parce que les graines qui sont commercialisées au niveau international, c'est le blé, c'est le maïs, c'est le riz, et après vous avez des produits oléagineux comme soja et autres. 70 à 90% selon les années sont détenus par 4 entreprises au niveau mondial, aucune entreprise africaine. Un autre chiffre important, il y a 6 entreprises qui ont 50% du marché des équipements agricoles. 50%. Le marché des équipements agricoles sont détenus, aucune entreprise africaine parmi cette partie. Il y a 6 entreprises qui ont 72% des produits pharmaceutiques vétérinaires. Les produits pharmaceutiques vétérinaires que nous utilisons, il y a 72% qui sont détenus par des entreprises. Et quand on prend la question de la transformation des produits, il y a 34% de la transformation des aliments, dans tout ce qu'on a comme boisson, Coca-Cola ou autre chose, qui sont détenus par 10 entreprises au niveau international, dont aucune entreprise africaine. Et pour terminer, vous prenez les supermarchés, qu'on appelle les détaillants dans la circulation de la nourriture, il y a 11% des dépenses mondiales des consommateurs qui sont monopolisées par les 10 premières entreprises parmi les 100 des supermarchés au niveau du monde. Et les supermarchés, il n'y a aucune entreprise africaine parmi les 100 premiers. Il y a Choprette qui est en train de s'approcher un peu de l'Afrique du Sud, mais en dehors de ça, il n'y a aucun supermarché africain qui est dans cette perspective-là. Et quand on voit un peu... Oui. On a compris parfaitement l'enjeu panafricain ici, parce que vous parlez toujours de 6 entreprises, 4 entreprises au niveau mondial qui contrôlent soit les semences, soit les produits pharmaceutiques, soit l'équipement agricole. Et donc, un petit pays comme, entre guillemets, le Nigeria, dans ces cas, ne peut pas tout seul faire face à ces entreprises-là, on est d'accord. Donc maintenant, étant donné qu'on a compris ces enjeux, s'il y a 3 priorités par lesquelles il faut commencer et 3 recommandations en 3 minutes, qu'est-ce que vous vous direz? Alors, il y a plusieurs éléments importants. Le premier élément, la première priorité, c'est le type d'investissement dans la culture, dans l'élevage, dans la pêche et la foresterie. Quel est le modèle d'investissement aujourd'hui qu'on doit faire? La plupart des pays africains n'ont même pas de politique agricole. Vous serez surpris. Vous prenez l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, il y a 7 pays qui ont une politique agricole. Ça veut dire qu'on a des problèmes importants, structurels, qu'il faut régler. Ce n'est pas conjoncturel, ça c'est structurel. Et c'est à partir du modèle de cette politique-là qu'on définit le mode de financement. Tant qu'on ne revient pas sur l'investissement public comme étant le moteur de financement des systèmes agricoles, on ne s'en sortira pas. Donc ça, c'est une priorité immédiate où les États doivent prendre en main ces systèmes alimentaires et investir des fonds publics dans l'alimentation, dans l'agriculture. Premier élément important. Bon, quand on voit aujourd'hui, nous sommes dans les modèles qu'on appelle les modèles projets. Nous dépendons énormément de l'extérieur, des projets agricoles qui sont frustrants, parce que d'abord 2 ou 3 ans, première année pour préparer le projet, deuxième année pour s'installer, troisième année, tous les cadres du projet vont chercher de l'emploi parce que le projet est en train de finir. Nous vivons de ça. Il y a des pays qui ont plus de 1000 et quelques milliards de projets, mais aucune chose n'avance parce qu'on est éternellement en train de recommencer. Deuxième élément important, donc le mécanisme d'investissement est une priorité. Deuxième élément important, comment l'Afrique va se faire des stocks de souveraineté alimentaire. On n'est plus dans les stocks de sécurité alimentaire. Les stocks de souveraineté alimentaire permettent de réguler les marchés aussi, de s'assurer qu'on a un lien pour des périodes où on a besoin de filets sociaux, que nous avons des ressources. Parce que si l'État n'intervient pas pour la régulation des marchés de céréales, la régulation des marchés des autres produits, que ce soit animaux ou halieutiques, nous sommes dans des difficultés énormes. Et on a vu avec les 3 crises qui ont émaillé le monde entier, comment l'Afrique a souffert tout simplement parce qu'il y a des crises qui sont en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine, crise de Covid où on a fermé nos marchés
empêcher les paysans d'aller vendre leurs produits, et aussi la crise alimentaire qui concernait que le maïs. Troisième élément important à mon avis, c'est l'organisation des marchés des céréales. Je crois que c'est une priorité aujourd'hui. Parce que nous sommes en train de parler de marchés qui ne nous concernent pas. Ce marché mondial n'est pas à nous et ça ne va jamais assurer notre souveraineté alimentaire. Il y a moins de 30% de l'alimentation du monde qui passe par le marché mondial. C'est quoi? C'est le maïs, c'est le blé, c'est les riz, et après vous avez des produits oléagineux. Mais il n'y a pas notre igname là-bas, il n'y a pas notre manioc sur ces marchés internationaux. Vous n'avez pas notre mil et notre sorgho sur ces marchés internationaux. Il faut qu'on se concentre sur les marchés qu'on appelle les marchés territoriaux, qui sont les marchés hebdomadaires. C'est là où circulent ces produits. Mais il y a certains de ces marchés, les femmes y vont juste pour une toilette qui n'existe pas, elle est obligée de brader ses produits et puis de partir à la maison. Donc voilà un peu les priorités sur lesquelles je peux aborder. Et les politiques publiques doivent répondre à ça avec la cohérence ensemble, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même pour le continent. Super, on va revenir sûrement à ça plus tard. Là, mais vous avez dit quelque chose d'extrêmement important. C'est un enjeu extrêmement important, mais un marché fortement concentré au niveau mondial. Et là, il faut absolument adresser les questions de comment on finance l'investissement dans l'agriculture et aussi les stocks de sécurité alimentaire comme une approche panafricaine à ça. Et puis l'autre, c'est les questions de comment est-ce qu'on développe les marchés locaux de façon à ce qu'on soit autonome en cas de grande crise au niveau mondial. Là, je pense que je vais repasser peut-être sur la question de santé parce que M. Goïta vient de dire, Dr Marshall, M. Goïta vient de dire en introduction que le premier médicament, si je le reprends avec mes mots, le premier médicament pour une personne, c'est l'alimentation. Donc c'est la transition directement vers la capacité du système sanitaire et les questions de santé publique. Vous qui avez fait 30 ans dans ces domaines, plus, alors quels sont les enjeux? Why it matters? What's at stake? And what should be the priorities? 10 minutes, please. Not a bad question. Ce n'est pas une mauvaise question. Bonsoir tout le monde et c'est un honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. J'apporte les salutations de vos collègues d'Accra où j'étais la semaine dernière à la conférence internationale sur le sida, les maladies sexuellement transmissibles en Afrique. La sécurité alimentaire a toujours été importante dans la question donc du défi du sida. Et vous vous souvenez, il y a 4 ans, nous n'avons rien. Et pour répondre, nous avons donc le soin, la compassion, la préoccupation. Et la chose numéro 1 que nous avons tous partagé, c'est que nous avons cette idée que des gens qui se laissaient mourir, nous avons pensé au départ que c'était une maladie qu'on attrapait en nageant. Alors, la question, est-ce qu'il y avait un moyen de combiner l'alimentation et la bonne nutrition au départ? Parce que nous n'avions rien pour aider les gens pendant qu'ils se débattaient avec ce virus pour lequel nous n'avions aucune réponse médicale. Alors l'idée de l'aliment et de la sécurité alimentaire était importante. Et aussi, si nous verrons un peu plus, nous parlons des médecines traditionnelles, nous parlons et lorsque vous réfléchissez à tout ce mouvement autour de la santé ce sont des endroits où nous avons pris donc les aliments et les avons mis dans des comprimés pour que nous puissions les manger, les prendre tous les jours pour nous aider à être en bonne santé. Donc l'aliment est devenu quelque chose de très important dans cette conversation en parlant de la santé et du bien-être. Et donc l'idée que la santé et le bien-être est très important pour moi. Et après cette réunion où je suis depuis 2 jours et après ce que j'ai discuté après, je me dis attendons, nous avons eu une conversation sur la santé. Nous devons avoir une conversation sur comment guérir, sur les droits humains, une conversation sur le bien-être, parce que tout ceci est intégré et est tout entremêlé. Et nous pouvons donc trouver une définition qui nous permet de déterminer qu'est-ce que la santé représente pour nous. Nous pouvons déterminer comment est-ce que nous pouvons être dans un processus de guérison. Nous pouvons savoir qu'est-ce que les droits humains veulent dire dans un contexte de bien-être.
Et nous voulons tous le bien-être. Donc, je m'étais déjà lancé le défi d'essayer de comprendre de quoi voulons-nous parler ici. Et je me suis fixé finalement sur la santé, la guérison et le bien-être. La deuxième chose, dans le contexte de nos discussions aujourd'hui, le VIH-Sida. Il y a 40 ans, nous ne savions pas où est-ce que nous arriverons. Il y a 20 ans, quelque chose de significatif s'est produit. Et beaucoup d'entre vous savez que nous avons parlé beaucoup donc des 20 dernières années. Il y a quelque chose qu'on appelait le plan du président pour... combien d'entre vous connaissez PEPFAR? PEPFAR. Qui a entendu parler du PEPFAR? Une personne? Non? Deux? Trois? D'accord? 3 personnes, 4 personnes. Les présidents, le plan d'urgence des présidents, c'est ça le PEPFAR. Qui a créé ce PEPFAR a été créé après que j'ai eu l'opportunité de visiter la Zambie. On a pris 2 médecins, les amenés à une conférence qui parlait de cette maladie. Nous sommes allés dans un hôpital, dans une petite communauté rurale, à Shikenkata, et nous avons vu et parlé avec les patients, nous avons regardé un peu pour voir ce qui s'y passait. Et ces 2 médecins qui visitaient la Zambie pour la toute première fois sont revenus aux États-Unis et ont dit « Nous pouvons faire quelque chose face à cela. Ces patients n'ont pas besoin d'être dans un hôpital. Nous pouvons traiter ce qu'ils ont, le mal qu'ils ont. » Et à l'époque, il y avait aussi le PCP, pneumonie, qui était l'un des premiers diagnostics pour le VIH-Sida. Donc, ils sont revenus, ils ont commencé à parler avec d'autres collègues et honnêtement, c'était le début de ce qui est devenu 120 milliards de dollars, l'université de 120 milliards de dollars. 85% de cet argent est venu au continent africain. Ça a commencé avec 14 pays. Et ensuite, c'est passé à 15. Le Vietnam est rentré dans la salle. Et nous avions envie de dire que si l'Afrique, si l'Amérique noire était un pays, ce serait le 16e pays. En termes de VIH-Sida, c'était le 16e pays il y a 20 ans. Et pourquoi est-ce que j'apporte ceci dans le contexte de cette conversation sur le panafricanisme, et nous parlons de santé, de souveraineté et de résilience? Pourquoi est-ce que j'amène ce sujet? Si vous dites que 85% de 120 millions de dollars, en gros 105 milliards de dollars a été dépensé pour répondre à une maladie, et qu'en plus de cela, 70 milliards pour le sida, le palu et la tuberculose. Alors, ce sont des ressources qui sont venues au continent et qui ont été spécifiquement pour des maladies. Et on pourrait dire, alors nous ne traitons pas seulement cela, nous traitons ceci également. C'est un silo. Mais pas vraiment. Parce que c'était le renforcement des systèmes de santé et dans certains cas, le développement de composantes de systèmes sanitaires spécifiques. Composantes que nous appelons maintenant des biens dans le système de la soins de santé en Afrique, c'est-à-dire des laboratoires, des instituts de recherche, des cliniques, des travailleurs sanitaires communaux. Système d'approvisionnement, infrastructure d'entreposage. Tout ceci a été construit suite à la réponse aux maladies pour lesquelles personne n'avait la moindre idée. Alors, lorsque nous parlons de santé, dans le contexte du mouvement du panafricanisme, nous ferions bien de prendre le temps de voir ce que nous avons fait de cet argent et voir ce que nous avons fait de cet argent à travers nos nations. Et pour déterminer si, oui ou non, nous avons maintenant certains acquis ou certaines ressources que nous contrôlons. Parce que nous avons la même question que nous sont posées dans la communauté noire aux États-Unis. Et nous n'avons pas fini avec la réponse de VIH-Sida du côté américain. Nous avons le plus grand chiffre de personnes qui contractent le VIH-Sida. Donc, c'est 80% de l'épidémie, c'est dans les Noirs.
Alors, l'Afrique, c'est 60% du monde. Alors, il y a certains dynamismes et il faut que nous prenions le temps de regarder et que nous puissions nous dire, demander comment est-ce que nous pouvons, en tant que personnes noires, nous arrêter un moment et faire la cartographie de nos acquis et déterminer comment est-ce que nous pouvons utiliser ces acquis pour notre santé, notre guérison, nos droits humains et notre bien-être. Alors, Citidim est venu que l'Union africaine, l'OMS ou l'OAS pourraient juste décider, nous allons voir ces données. Combien de cliniques nous avons qui ont été financées par cet argent? Combien d'agents de santé avons-nous maintenant, avons-nous qui ont été formés sur cet argent, qui connaissent les maladies contagieuses, les connaissons et qui savent comment monter une réponse efficace? Parce que les chiffres baissent, les taux baissent. Et ce n'est pas juste pour le VIH-Sida, il y a aussi le palu, la tuberculose, le Fonds mondial. Alors, toutes ces réponses à ces trois maladies qui ont tué le plus de personnes sur le continent que toute autre maladie combinée. Bien, alors nous comprenons de votre perspective que le plus important, c'est d'investir dans des biens qui comptent, renforcer les capacités du système. Nous sommes d'accord. Maintenant, pour le futur, pour l'avenir, quelle devrait être la priorité dans ce cas? Qu'est-ce qui compterait le plus dans le cas de la santé publique, des politiques de santé publique? Qu'est-ce qui devrait être fait? Alors, nous devions sécuriser nos infrastructures. Nous devons s'assurer que les cliniques et les hôpitaux sont au niveau auquel ils sont en mesure de répondre aux besoins. La santé publique, c'est pouvoir prévenir les maladies, prévenir les accidents. Il s'agit essentiellement de s'assurer que nous avons ce qu'il faut pour garder les personnes, les communautés en bonne santé. Donc, de absolument nous assurer que les infrastructures que nous avons nous permettent de faire cela. D'un autre côté, nous avons des personnes, des capacités humaines. Il y a des gens qui ont été formés, éduqués maintenant, et qui, pour faire le travail de santé, pour pouvoir identifier les maladies, pouvoir aider les gens à aller aux cliniques, pouvoir aider les gens à rester en bonne santé et à pouvoir éduquer les communautés lorsque il y a de nouveaux problèmes. Le Covid a mis fin à la réponse au VIH-Sida dans le monde. Mais les gens ont vu les maladies contagieuses, les gens ont vu regarder les maladies infectieuses, les gens ont vu comment est-ce qu'ils ont réussi à commencer à limiter l'impact sur les autres. C'est ça la santé publique. Mais certains pays font déjà de bonnes choses dans ce sens. Et qu'est-ce qui manque encore? Il y a certains pays merveilleux qui font des choses merveilleuses, des gens qui construisent absolument sur la souveraineté sanitaire. Il y a des pays qui disent nous devons faire ceci pour nos populations en général. Ça ne doit pas être seulement spécialement pour des maladies. Nous devons assurer que tout le monde a accès aux soins de santé et que nous voulons que le coût de cette santé soit quelque chose que nos pays peuvent gérer. Donc la question maintenant devient une question de pérennité. Nous posons des questions dans la réponse au VIH-Sida. Maintenant que nous avons vu les changements dans les politiques, sur le financement et aussi sur le développement, les pays se demandent quelle partie de ceci devons-nous maintenir pour pouvoir rendre pérenne la réponse du pays. Et nous voyons cela. Et nous voyons des gouvernements qui maintenant se disent nous allons le gérer nous-mêmes. Nous allons avoir notre propre système de santé, que ce soit au Botswana, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Côte d'Ivoire, Éthiopie. Nous avons des pays maintenant qui se disent et qui s'avancent et disent d'accord, nous avons eu cette expérience, cet argent n'est plus disponible comme il était avant. Nous devons maintenant faire un pas parce que la valeur de la santé de nos populations est telle que c'est ce qui va nous faire avancer. Alors, moi, je regarde la chose ainsi. Et je regarde le leadership. J'ai eu beaucoup de postes, de positions dans le gouvernement. Et moi, je regarde vers le gouvernement, le leadership, et je dis, nous voulons que les gens soient en aussi bonne santé que possible. La santé, c'est quelque chose que tout le monde veut, dont tout le monde veut jouir. J'avais l'habitude de dire aux amis, je n'aime pas être malade.
Personne n'aime être malade. Alors ici, nous avons l'opportunité maintenant, à travers les nations, parce que tout le monde a vu l'impact du VIH-Sida, et tout le monde a eu des ressources, et tout le monde a construit une réponse efficace. Certains pays ont fait une chose, d'autres pays ont fait autre chose. Maintenant, le temps est venu que nous évaluions cela, que nous en faisions une cartographie, pour nous parlons de comment est-ce que nous pouvons échanger sur les meilleures pratiques pour renforcer la réponse africaine. Le temps est venu pour que les Noirs, les populations noires, prennent ceci et s'assurent qu'ils puissent le faire. Ça, c'est la résilience. C'est vraiment de cela que nous parlons ici. La résilience de la santé publique et la souveraineté, et nous pouvons le faire. Merci, merci infiniment. Alors, ce que je retiens ici, en termes de droits humains, la santé, ce n'est pas du luxe, c'est un accès universel. Donc, l'accès universel aux soins de santé doit être au cœur de tout ce que nous avons ici. Alors, peut-être qu'avant de passer aux questions donc, de la nutrition, de la qualité de la nutrition, peut-être que je vais donner la parole à Michel Kodum. Du système de santé publique. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter à ce que Dr Marshall vient de dire? D'abord, je voudrais vous féliciter. Elle a su quand même présenter l'essentiel. Peut-être revenir sur certains points qui me paraissaient clés et en ajouter quelques-uns. D'abord, c'est de revenir sur l'importance de sécuriser nos infrastructures. Nos infrastructures en termes de capacité à mettre en place des outils, des machines, du matériel pour avoir des soins de santé de qualité. Parce que la problématique aujourd'hui en Afrique, c'est que lorsqu'on va dans nos hôpitaux, on n'a pas l'impression de faire de la médecine moderne. Donc on étudie une forme de médecine qui est bonne, mais lorsqu'on va dans les hôpitaux, surtout en milieu rural, où près de 60% de nos populations africaines vivent, n'ont pas accès aux soins de santé de qualité à travers les infrastructures. Donc je salue vraiment ce point qu'elle a soulevé. Également, revenir sur la formation en termes de ressources humaines. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est qu'il y a beaucoup d'États, beaucoup de pays qui ont 2, 3, voire 4 facultés de médecine. Ils forment des médecins et ces médecins quittent l'Afrique pour aller travailler en Occident. Et donc pour moi, en termes de souveraineté sur des questions de santé, il est important de s'appesantir sur des mécanismes pouvant maintenir donc parler donc de la souveraineté des soins de santé ou bien des questions de santé sans aborder cette médecine traditionnelle qui, ma foi, a toute sa place parce qu'elle n'est pas du tout encore explorée, et nous appesantir sur la recherche, investir dans le domaine des recherches, surtout en médecine africaine. Aujourd'hui, on ne parle plus de la médecine traditionnelle, mais c'est beaucoup plus la médecine africaine, et nous pensons qu'il est vraiment important dans ce genre de congrès d'insister sur la nécessité d'aller vers une recherche sur les plantes médicinales africaines. Et je vais peut-être terminer en parlant de la communication. La communication aujourd'hui, lorsque elle a abordé la question en lien avec le VIH-Sida, vous comprenez qu'il y a 40 ans, lorsque le Sida était venu, on l'a tellement mal présenté qu'aujourd'hui, après 40 ans, en 2025, la question qui est abordée tourne autour de la stigmatisation. Parce que la communication qui était faite au début, c'est que lorsque tu as le VIH, c'est fini, tu dois être vraiment mis de côté. Donc, les questions de communication me paraissent importantes, et donc c'était juste des éléments. On pourra donc approfondir peut-être au cours d'autres questions qui pourront donc être posées par l'assistance. Merci. Excellent. Donc, j'aimerais en attendant, excellent. En attendant, justement, vous réfléchissez, comme on est dans une arène panafricaine, si vous avez un seul message, ça serait pour la fin, un seul message, une recommandation à porter dans les recommandations, ce serait quoi en termes de santé publique? Mais ça, on reviendra une fois qu'on a fait le tour, mais réfléchissez déjà. Pas deux, une seule.
Et voilà. Donc, je reviendrai, et je passerai maintenant aux aspects de qualité nutritionnelle. La nutrition, c'est extrêmement important. Ce n'est pas seulement l'accès à l'alimentation, mais c'est toute une question autour les normes, qu'est-ce qu'on mange, même c'est sociologique en gros. Alors, monsieur Faye, vous êtes depuis 30 ans dans ce domaine, vous avez beaucoup étudié, vous êtes sociologue et anthropologue en même temps, et spécialiste de l'IA. Alors, quels sont les enjeux en termes de nutrition, prévention et bien-être? Quels sont les enjeux? Quelles sont les choses, les priorités que vous voyez qui ne sont pas adressées, qui doivent être au cœur du sujet? Merci beaucoup. Merci. Je pense que vous parlez de la nutrition, mais la nutrition est intimement liée à la santé. Je ne peux pas aborder la question de la nutrition sans la santé. Parce que d'après ce qu'on a entendu jusque-là, la souveraineté alimentaire et sanitaire, c'est donc un levier stratégique et politique. Mais ça nécessite une gouvernance. Et cette gouvernance, elle ne peut être axée que sur les approches communautaires, les savoirs indigènes et l'intégration régionale. Ça, je le dis dans un panel panafricain et qui mérite d'être dit. Pourquoi c'est important? Parce que nous avons l'habitude de dire que la santé est un droit, un savoir et une pratique locale au cœur du développement durable. Mais quels sont les constats qu'on fait? Je vais juste les résumer par la célèbre phrase de Didier Fassin, qui avait dit que malheureusement ce qui se passe dans beaucoup de pays, en particulier en Afrique, c'est que la santé n'est pas la voix de ceux qui ont le plus de besoins, mais la voix de ceux qui parlent le plus fort. Alors, qui parle le plus fort? On remet en cause donc la question des politiques publiques de santé et de nutrition qu'il faut recoloniser. Au-delà de l'approche décoloniale, il faut qu'on apprenne aussi à recoloniser la santé, c'est-à-dire remettre l'Afrique et ses communautés au centre de ses propres solutions. Alors, les enjeux, pour moi, c'est d'abord des enjeux du point de vue conceptuel. Je challengerai l'OMS d'abord. Qu'est-ce que c'est que la santé? L'OMS nous a proposé une définition biomédicale de la santé. En tant qu'Africains, la santé, c'est un état dynamique d'équilibre entre le corps, l'esprit, la communauté, la nature et les forces vitales. Ne serait-ce que cette définition, elle est en rupture, elle propose 5 ruptures avec la vision biomédicale. C'est que la santé, elle est plurielle pour nous en Afrique. Mais est-ce qu'on la pratique comme telle si on reste dans des politiques de santé qui sont orientées par des normes biomédicales? La santé, elle est collective et relationnelle. Ça veut dire que si vous avez des problèmes avec votre épouse à la maison, so it's about not only disease, it's about illness. Donc il ne s'agit pas que de maladie. En anglais, on parle de illness, de disease, tout ça c'est la maladie. Quand on dit je suis malade, on parle de l'aspect social. Si je vis dans un environnement qui n'est pas favorable, je suis en mauvaise santé. La santé, elle est enracinée dans nos langues, les cultures, parce que l'expérience du corps, l'expérience de la souffrance et l'expérience de la guérison, elle est racontée à travers les langues et nos valeurs culturelles. Mais la santé, c'est aussi un espace de souveraineté, une autre rupture. Ça veut dire que pour gérer la santé, nous devons produire nos recherches, maîtriser les données de santé, valoriser les savoirs médicaux, etc. etc. Si je passe à la nutrition, je challengerai encore pour montrer les enjeux. La définition, c'est que d'abord, on pense que la nutrition, c'est un processus biologique lié à l'alimentation, alors que du point de vue africain, c'est l'ensemble des pratiques culturelles, économiques, sociales et environnementales qui déterminent ce que les populations mangent, comment les aliments sont produits, partagés et valorisés. Ça veut dire que les pratiques alimentaires, elles ne sont pas biologiques, elles sont culturalisées, elles sont culturelles. Mais qu'est-ce que nous faisons jusque-là? Les normes alimentaires sont définies à travers les RAN, qui sont des modèles importés dans nos pays et à partir desquels on décide des calories et des micronutriments
et on oublie le fognon, etc., qui ont des valeurs nutritives beaucoup plus importantes, mais qui sont invisibilisées. Les enjeux, qu'est-ce qu'on voit? C'est la persistance de la malnutrition. Regardez aujourd'hui la malnutrition. Environ 30% des enfants africains vont continuer à souffrir de la malnutrition en 2025. Environ 6 millions d'enfants vont encore être concernés par le wasting, le retard de croissance, l'anémie, etc., l'insécurité alimentaire, plus de 300 millions d'individus. Mais la faute, c'est à qui? La malnutrition, pour moi, de manière décoloniale, c'est le symptôme des choix de gouvernance et d'une perte de souveraineté. Pourquoi? Parce que les normes sont extraverties, je l'ai dit, c'est des choix politiques. Ce n'est pas un manque de savoir-faire en Afrique. C'est des choix politiques, c'est les États qui ne font pas une allocation budgétaire suffisante, qui donnent une priorité aux exportations plutôt que la nutrition locale et qui dépendent des importations alimentaires et des produits super transformés qui sont les chips, les boissons hyper sucrées que nos enfants revendiquent à longueur de journée et qu'il faut mettre en relation avec la situation du wasting et du stunting dans les pays africains. Donc, parce qu'on a dévalorisé les régimes alimentaires locaux, même les plumpy sup ou les plumpy nuts qui sont distribués dans les pays africains, alors que nous avons des farines locales qui auraient dû être transformées. C'est des choix de gouvernance. Arrêtons de voir la faute ailleurs. Ce sont nos gouvernants qui sont les premiers responsables. Donc, vous avez touché à un point très important ici, c'est l'imaginaire. Ouais. L'imaginaire, en fait, en gros, qui est à l'œuvre ici, c'est que cet imaginaire qui fait que ce qui est importé, on pense que c'est plus nutritif, alors que ça ne l'est pas, n'est-ce pas? Donc, vous touchez à ça. Et donc, du coup, maintenant, si on vous dit maintenant quelles sont les priorités pour adresser ce type de questions et pour aller de l'avant, et ensuite, vraiment, quelles sont les recommandations que vous voyez en tant que socio-anthropologue, et aussi ces questions si on regarde encore dans le futur, donc les questions de comment est-ce que les normes sont définies restent, et encore, l'IA ne va pas résoudre ça. Vous êtes spécialiste de l'IA, est-ce que d'abord, vous pouvez nous amener vers là? Oui, justement, sur ces priorités stratégiques, il faut que l'Afrique puisse écrire sa propre grammaire de la santé, de la nutrition et de la prévention pour le bien-être. Comment? D'abord, je vais convoquer un terme qui a été utilisé par Robertson en 92 autour de la glocalisation, le terme de glocalisation qui mettait ensemble global et local. Mais je vais le challenger en disant que l'Afrique n'a pas besoin de la glocalisation, parce que la glocalisation, c'est le Nord qui impose au Sud. On parlerait d'une glocalisation inversée, c'est-à-dire qu'à partir du Sud, que nous puissions dicter, ne serait-ce que si vous prenez l'exemple de Auchan, qui devient présent dans les pays. Si vous allez au Sénégal, c'est le plus présent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Les femmes sénégalaises sont en train de montrer qu'elles peuvent transformer le monde à partir du Sénégal et obliger Auchan à changer de stratégie parce que ce sont elles qui vont acheter les produits qui ont été pour une population assez riche ou moyenne et de pouvoir déconditionner les produits pour les reconditionner et permettre à une population des bas-fonds de pouvoir accéder à la nourriture. Donc il faut pouvoir revenir sur cette stratégie. Et cette stratégie, elle nous amène d'abord à la participation communautaire dans les choix des politiques. Vous ne pouvez pas promouvoir une vision africaine sans respecter les savoirs africains. Pourquoi les imaginaires? Parce qu'au moment de définir les politiques, les populations africaines, on leur impose des modèles. Vous prenez le modèle de la chèvre pour la nutrition. On dit on va distribuer aux femmes une chèvre parce qu'on considère que si vous avez la chèvre pendant 2 ans, elle va produire du lait. Donc vous allez avoir de l'argent, la femme, elle va gagner the empowerment of women et l'enfant sera bien nourri, etc.
Sauf que les populations ont dit à Tambacounda, mais je suis désolé, vous ne nous avez pas demandé quelle est la chèvre qui est la mieux adaptée au changement climatique, parce que toutes les chèvres que vous avez amenées sont en train de mourir. Donc il y a en fait un problème ici, c'est que si on veut résoudre, il faut une participation communautaire, le respect des savoirs communautaires, non pas seulement pour co-design, mais pour it's about co-creation. Parce que co-design, vous appelez les gens juste au moment de designer et après ils disparaissent. But co-creation, it's about being present from the beginning to the end. Quand on parle de co-création, il s'agit d'être présent du début jusqu'à la fin. Pour moi, la stratégie, c'est renforcer l'autonomie et l'innovation. L'innovation localement pertinente. Et ça nous amène à parler de l'IA pour des questions de tas. Aujourd'hui, l'IA est un levier. J'ai entendu une femme dire avant-hier que oui, l'IA par l'Afrique. L'Afrique doit s'inscrire dans l'IA. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec elle. Parce que l'IA n'appartient pas à l'Occident. L'IA appartient au monde. Par contre, là où je suis d'accord avec elle, c'est qu'il faut rentrer dans l'IA en ayant les jambes solides. Parce que sinon, l'IA est un outil qui peut poser des problèmes. Par exemple, juste pour la nutrition, la valorisation sécurité alimentaire. L'IA peut aider pour prédire les récoltes, pour aider les paysans à savoir quels sont les types de semences que vous pouvez faire, etc., etc. Et ce ne sont pas des questions techniques. L'IA n'est pas une question technique. On a voulu en faire une question technique, mais l'IA, c'est aussi une question de société, un levier d'émancipation et de souveraineté. Et pour ça, l'Afrique doit redéfinir la course technologique. J'entends souvent dire dans les réunions IA que l'Afrique doit rattraper le retard. Pour moi, l'Afrique n'a aucun retard à rattraper. Par contre, ce que l'Afrique a à faire, c'est que l'Afrique a à réorienter la course sans éviter l'effacement culturel dans les données et dans les modèles. C'est surtout dans les données, mon cher, parce que les données, c'est là où se joue l'affaire, parce que les données sont l'identité. Si nos IA sont entraînés à partir de données qui ne sont pas sensibles aux femmes, aux paysans, etc., l'IA ne produit que ce qu'on met dedans. Donc le contenu. Absolument. La façon dont le contenu est produit. Ça, c'est un. Sur le contenu, les données. Il faut produire des données et il faut légaliser les données, un cadre. Et pour ça, l'éthique de l'OCDE, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec les guidelines de l'IA européanisées et occidentalisées, alors que nous avons des guidelines Ubuntu. Ubuntu, c'est une éthique de l'IA. Et je peux vous montrer, si j'avais le temps, j'aurais pu vous montrer, parce que Ubuntu, pourquoi ça change? Parce que ça change, je termine là-dessus. Oui. Parce que la philosophie Ubuntu, que je ne vais pas évoquer ici, mais j'en tire 4 points. Elle nous dit que la valeur d'une décision en IA ne se mesure pas seulement en termes d'efficacité technique, alors que toutes les règles occidentalisées sont dans ça. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle se définit aussi en fonction de son impact sur les liens sociaux, sur les communautés, les solidarités et la cohésion communautaire. Et ça, c'est Ubuntu qui dit ça, sur la responsabilité. Qui est responsable quand l'IA fait une faute? Tous les États africains sont en train de développer des stratégies de l'IA qui recopient. Moi, j'ai été expert de l'UNESCO parce que je faisais de l'observation participante, rentrer dedans pour pouvoir critiquer le système de l'intérieur. Le RAM Assessment, le Readiness Methodology Assessment de l'UNESCO est fondamentalement individualisé et n'a pas les indicateurs qui permettent de capter les réalités africaines. Je suis désolé. Super. Voilà. Et je termine sur l'explicabilité. Oui. Une IA, elle doit s'expliquer, parce que c'est ça, respecter les gens. Mais l'explicabilité, elle ne doit pas seulement consister en justification technique. Elle doit, et je termine là-dessus, elle doit comprendre, nous, dans les pays africains, comprendre, c'est signifie relier en fait la décision à l'impact, à l'histoire, à la communauté, en particulier dans nos langues locales, dans les références et les cadres culturels et communautaires. Donc, il y a un vrai débat autour de l'IA qui peut servir la santé dans les pays africains. Il ne faut pas en avoir peur, mais ça doit être régulé avec nos propres cadres. Oui.
Pour moi, c'est ça la localisation inversée. Que nous puissions dire au sud au nord, que oui, nous voulons faire de l'IA, mais nous voulons faire de l'IA avec nos données. Nous voulons faire de l'IA avec nos cadres, tenant compte de nos valeurs, parce que pour nous, l'IA, ce n'est pas seulement l'individu, alors que tous les cadres existants actuellement sont individualisés, alors que nous, ce que nous connaissons le collectif. Excellent, Merci beaucoup. excellent. Merci beaucoup. Et là, ce que je vois se dessiner progressivement entre les différentes interventions, c'est qu'il y a une question de redéfinir certains imaginaires et certaines normes à ce que ça reflète les réalités qui sont déjà en fait les réalités de vie quotidienne chez nous, plus ou moins en Afrique. Ça, c'est une première chose. La base communautaire, participation communautaire, parce que la philosophie Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Donc, qui n'est pas forcément tout le temps intégré parce que dans certains modèles qui sont plus individualistes et qui ne reflètent pas toute la complexité de la vie africaine ici, ça c'est extrêmement important, on reviendra là-dessus. Et là, si vous avez réfléchi aussi à, comme il y a des panafricains ici, quel devrait être leur rôle si vous avez une recommandation à leur faire plus tard. Maintenant, je vais passer peut-être à M. Gay. Là, on a parlé de ces différentes thématiques et là, vous allez nous aborder les questions de changement climatique. Parce que ça impacte déjà. Et dans le futur, il faut déjà anticiper maintenant et agir maintenant. Selon vous, dans ces domaines, quels sont les enjeux pour vraiment, en fait, en termes de sécurité alimentaire et de santé? Quels sont les aspects les plus importants? Comment anticiper mieux? Et surtout, comment agir pour adresser les futures crises qui vont venir, bien sûr? Merci beaucoup. Thank you very much. Yeah, that's a fundamental. Oui, c'est une question fondamentale. Le changement climatique, l'environnement et la sécurité alimentaire. Il y a un lien entre ces thèmes. Et mes collègues en ont déjà parlé. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet pour ne pas me répéter. Mais c'est un domaine très important. Il y a beaucoup de chocs climatiques qui sont déjà connus. La dégradation environnementale a déjà lieu et se produit déjà. Et comme nous le savons, nous avons notre biodiversité qui se retrouve affectée. Et toutes ces choses ont des effets combinés qui affectent ou impactent notre santé et notre stabilité économique, aussi bien que notre souveraineté en tant qu'Africains. Donc, nous devons vraiment prendre le changement climatique au sérieux. Selon les estimations, environ 20% de nos résultats agricoles ou nos récoltes seront réduits tout simplement à cause du changement climatique. Et c'est énorme sur le long terme, n'est-ce pas? « 20% des récoltes agricoles de l'Afrique sont à risque. 30% plutôt. Donc, nous pouvons y faire quelque chose. Donc, 30% de nos récoltes courent des risques, sont en danger. Donc, il faut vraiment qu'on puisse résoudre le problème, mais actuellement, c'est très difficile parce que l'Afrique et les gens, les personnes qui vivent en Afrique, et je dis ceci en référence à l'Afrique mondiale, je ne parle pas que du continent, et je veux que l'audience en prenne note, même si je ne mentionne pas la diaspora, ils sont toujours inclus. Donc, il faut que l'Afrique agisse, mais c'est difficile de le faire parce que notre situation actuelle, dans le contexte mondial, n'est pas très favorable, si je peux le dire, malheureusement, parce que nous avons en ce moment des changements géopolitiques et il nous faut
analyser les choses. Il y a des changements, ce n'est pas comme d'habitude. Les choses ont changé aujourd'hui. Maintenant, nous avons plusieurs puissances internationales au contrôle. Ce n'est pas juste, il ne s'agit plus juste que des États-Unis. Donc maintenant, nous en avons deux. Et donc, nous avons la Chine, nous avons l'Union européenne, nous avons la Turquie, la Russie et même les États du Golfe. Eux tous sont en train de regarder vers l'Afrique. Pas seulement pour les minéraux, nous sommes en train de parler de la sécurité alimentaire, mais ils ont également les yeux sur les terres que nous avons, notre énergie renouvelable. Et beaucoup d'avantages agricoles et les marchés que nous avons. Donc, nous avons une population en forte croissance et il faut que nous nous protégions, que nous soyons très protecteurs de nous-mêmes. Et pour moi, toutes ces choses ont des implications politiques. Donc, il faut aller plus en profondeur dans la réflexion. Il ne s'agit pas que de savoir si les aliments sont disponibles ou si on peut les utiliser pour garantir une bonne santé. Ça va au-delà de cela. Même si vous avez toutes ces choses, il faut quand même que vous soyez un acteur sur le terrain mondial et l'Afrique n'est pas un acteur en ce moment. Donc la première chose à faire, c'est qu'il faut s'assurer qu'on ait déjà l'autonomie ou le pouvoir nécessaire d'être des acteurs sur la scène internationale et ce n'est pas le cas en ce moment. Donc voilà une menace principale à notre survie et ce n'est pas une blague parce qu'ils sont tous tournés vers l'Afrique et ils veulent tous nous exploiter. Nous avons besoin d'accélérer le processus d'unification politique. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que les choses ont changé, les choses sont en train de changer. Et que la situation devient géopolitique. Très bien. Si vous dites cela, que devons-nous faire par rapport à la préparation? Quelles sont les 3 recommandations, priorités que vous pouvez nous donner? Que pouvons-nous faire? C'est une question très intéressante. Et nous essayons tous de trouver les réponses, mais je vais faire quelques recommandations. Il n'est pas facile de résoudre la question du changement climatique et en ce moment, la réalité, c'est que nous n'avons pas la capacité. Mais je vais faire 2 ou 3 suggestions qui sont des priorités clés, des priorités absolues. Tout d'abord, la sécurité alimentaire et les effets dont mes collègues ont parlé parce que les deux marchent ensemble. Et l'un des deux, c'est de pouvoir anticiper les crises. Vous avez mentionné plus tôt que que le changement climatique nous impacte déjà. Donc, il nous faut anticiper ce qui est à venir et nous préparer. Et pour le faire, il faut mettre en place des systèmes, des données, il faut beaucoup de choses. Nous avons entamé la discussion sur l'intelligence artificielle. Mais pour simplifier les choses, nous avons besoin de ce qu'on appelle un système d'alerte précoce sur le changement climatique et la sécurité alimentaire. J'ai participé au comité sur la sécheresse dans le Sahel. Et ils sont tous intéressés par l'Afrique. Malheureusement, cela n'a pas été répliqué à travers la région. Les questions de sécurité alimentaire ne sont pas vraiment prioritaires en Afrique de l'Ouest elle-même, mais nous pouvons copier ce qu'ils sont en train de faire et rendre cela, amplifier cela au niveau continental. Combien de pays ont un système d'alerte précoce actuellement? En ce moment, nous n'en avons que 11 sur 55. Mais ces 11 représentent environ 40% de la population en termes de dissémination de l'information. Donc, la base est déjà établie. Nous avons juste besoin de faire l'amplification, n'est-ce pas? Nous avons également besoin d'amplifier notre culture
de lutte contre le changement climatique à travers le continent. Quelles sont les implications de ce que vous avez mentionné? Oui, il faut commencer au niveau de la communauté des fermiers. Les personnes impliquées directement dans le secteur de l'agriculture, il faut commencer à appliquer des techniques qui sont favorables à l'environnement. Nous ne pouvons pas continuer de dégrader nos terres et la biodiversité, l'écosystème. Et nous continuons d'implémenter, de mettre en œuvre des projets qui nous viennent de l'Union européenne, de l'USAID, sans avoir une idée claire de notre futur. Et ça, pour moi, c'est une crise existentielle. Parce que nous allons peut-être périr si nous continuons sur cette lancée. Et la nourriture est la première chose. Sans nourriture, en 3 jours, vous mourrez. La nourriture est la première nécessité pour tout être humain. Mes collègues ne seront peut-être pas d'accord. Ça veut dire qu'il faut avoir les bonnes semences, surtout en saison de sécheresse, surtout en Afrique du Sud et de l'Est. Il faut également adapter nos techniques de culture pour que les méthodes puissent protéger et préserver l'environnement. La dernière recommandation, c'est qu'au niveau continental, nous devons développer des réserves de nourriture stratégiques. J'ai été formée à l'Union européenne, j'ai vécu là-bas pendant plusieurs années et j'ai aidé en Scandinave à développer certains de ces systèmes. Mais nous n'avons rien de similaire. En Afrique de l'Ouest, nous avons quelque chose de tel, mais ce n'est pas développé. Je parle au niveau continental. Pour certaines raisons, à cause de notre organisation que nous avons établie depuis les années 70, il faut maintenant qu'on puisse amplifier ça au niveau continental, des réserves de nourriture stratégiques. Il faut mettre en place des systèmes pour distribuer ce que nous avons besoin de distribuer à travers les frontières, pour que lorsqu'il y a une situation au Rwanda, par exemple, on peut se déplacer de la Mauritanie au Rwanda. Mais en ce moment, nous avons un système qui est divisé et nous sommes incapables de le faire. Nous n'avons pas de plateforme africaine pour nous permettre de le faire au niveau global, général. Donc, nous allons en parler plus en détail de tout ça plus tard. Merci beaucoup. Il ne nous reste qu'1 heure. Maintenant, mais en une phrase, si vous avez une phrase chacune, one sentence, no more. What would be your last sentence here? Ok, Monsieur Goïta d'abord. Alors, une phrase, j'ai fini déjà une phrase. En termes de, c'est quoi les objectifs qu'il faut atteindre, par exemple? Non, je blague, mais une phrase, c'est presque impossible. Mais juste pour dire que les États africains, de façon intégrée, doivent reprendre en main leur système alimentaire. Et ce n'est pas, il n'y a aucun signal aujourd'hui fort, parce que le dernier instrument qu'on vient de valider à Kampala est complètement en déphasage par rapport aux objectifs de souveraineté alimentaire. Pourquoi? Le processus seulement de Kampala a été confié à AGRA, l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, financée intégralement maintenant par Bill Gates. Donc, même financer la réflexion pour évaluer ce que nous avons fait. Ensuite, aller à Kampala avec des chefs d'État qui sont retrouvés, avec les ressources de AGRA, pour décider que l'Afrique va désormais mettre son avenir alimentaire dans les mains du secteur privé. Et c'est quel secteur privé? Je viens de vous dire que toutes ces entreprises qui détiennent aujourd'hui les clés de la production, de la transformation, de la valorisation des produits, ne sont pas des entités africaines. Donc il y a un signal fort en tant que panafricanistes. Nous devons nous engager individuellement au niveau des États, mais dans les institutions d'intégration régionale et à l'Union africaine, que assez c'est assez. Nous avons dénoncé la question des semences,
dénoncer la question des intrants, dénoncer la manière dont nous gérons les industries agroalimentaires qui ont été privatisées pendant la période des ajustements structurels, complètement déstabiliser le système alimentaire avec les produits commerciaux que nous connaissons aujourd'hui, où les investissements sont presque zéro au niveau de beaucoup d'États, parce qu'on ne finance pas, on se lamente, même si la production est suffisante dans beaucoup de pays sahéliens aujourd'hui, la production est suffisante pour la population, il n'y a pas les infrastructures pour pouvoir le faire. Mais on va se plaindre pour dire qu'on a faim, tout simplement pour chercher des projets. Même financer une politique publique. Il y a des États, je peux en citer, même financer l'élaboration d'une politique publique nationale. On va chercher des projets de 120 millions de francs CFA, que c'est ridicule. Donc on n'est pas sur la bonne voie. Reprenez en main votre système alimentaire, sinon nous allons dans le gouffre. Et ça va être pire avec les crises qui vont venir les années à venir. Super. Ça rejoint le point numéro 6 que M. Kako Nupogo avait souligné ce matin, le besoin de financer la souveraineté alimentaire. Donc peut-être c'est à revenir sur ça. Donc 1 minute aussi ou 30 secondes. Oui. Je pense qu'il faut faire aujourd'hui, pour répondre à plusieurs questions, je pense qu'il faut faire de l'Afrique aujourd'hui non plus, arrêter d'en faire un terrain d'application, mais faire de l'Afrique une source d'inspiration en ce qui concerne les politiques de santé et de nutrition au XXIe siècle. Et si on le fait, on ne posera plus la question des suspensions de financement de l'USAID, parce que nous aurons appris à avoir un financement domestique, parce que les moyens sont là, mais c'est une question de choix politique. Si on le fait, on ne posera plus la question du changement climatique et de l'adaptation, de l'innovation locale, parce qu'on fera recours au savoir qui existait depuis longtemps ici, où les populations ont des savoirs pour s'adapter à des changements climatiques qui n'ont pas commencé il y a 2 ans, qui ont commencé depuis très longtemps et auxquels les communautés ont acquis un ensemble de connaissances pour pouvoir s'adapter, pour avoir des semences pour des courtes durées, etc. etc. Si je termine sur ça, si on le fait ainsi, on ne se posera plus la question du VIH, etc., parce qu'on s'intéressera à des maladies qui posent le plus de problèmes aux communautés africaines et qui ne sont pas, du point de vue de la mise à l'agenda politique, qui ne sont pas mises à l'agenda par Bill et Melinda Gates, etc., etc. Je veux parler des maladies cardiovasculaires, je veux parler du diabète, je veux parler de AVC qui est devenu quelque chose d'aussi grave dans les pays africains. Au Sénégal, 70% des décès qu'il y a eu ces derniers mois, vous n'entendez que AVC. De la drépanocytose dans des pays comme le Nigeria, etc., etc. Mais toutes ces maladies qui sont nos propres préoccupations ne sont pas mises à l'agenda politique parce que selon Bill et Melinda Gates, it's about HIV, it's about malaria, and it's about tuberculosis. Excellent, excellent. Donc, comme vous avez des communications écrites à transmettre, s'il vous plaît, reflétez ces points-là dans vos communications respectives. 30 secondes, 30 secondes for you. 30 secondes for you. 30 secondes pour vous et pour vous. La question sur la diaspora et les personnes d'ascendance africaine, c'est un patrimoine énorme que l'Afrique néglige. Les scientifiques sont là, les signes sont là, le changement climatique, la santé, la sécurité alimentaire. Nous n'avons même pas encore commencé à utiliser ce potentiel. Il y a une réalité à laquelle nous sommes confrontés. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est de les inviter à la table, à l'Union africaine, à toutes nos institutions sur le continent. Pas qu'ils font partie intégrante de l'Afrique, mais non, ils sont l'Afrique. Et on doit les intégrer dans nos structures de négociation, par exemple, avec les institutions multilatérales. Quand
nous y aventurons pour faire des projets, des négociations, ils doivent être invités. Ils ont des connaissances, des expertises qui sont négligées jusqu'à ce jour. Alors moi je pense qu'il y a la question de la sous-utilisation du potentiel de la diaspora. Au fait, ici, il y a un point que nous devons souligner. Il faudra inviter la société civile. Pour ma part, la société civile doit être invitée à la table. Et s'il doit avoir un conseil de société civile connecté à la diaspora, ou à un forum de jeunes, on pourrait nous retrouver, faire nos discussions et commencer la représentation. Comment se faire représenter à l'Union africaine? Nous ne pourrons pas être exclus de la société civile. Alors, quand nous parlons des groupes endogènes, des groupes exogènes, quelle est notre position? On ne peut pas seulement laisser les gouvernements, les grandes sociétés nous représenter. Non, le changement ne se passe pas comme ça. Il nous faudra réfléchir sur qui doit nous représenter à la table de négociation. Est-ce que nos représentants expriment nos positions? Est-ce que nous avons tous la même voix? Donc, quand vous parlez par exemple de la sécurité alimentaire, je voudrais que vous considériez une seule chose. Les gens pensent que le VIH, c'est un virus et ils s'imaginent tant de scénarios. Non, mais c'est juste la considération de l'humanité, pas d'autre. Et vous devez penser à ce qui nous a été dit. Avant d'avoir les médicaments, les inventions, quand vous aviez des rapports sexuels, vous couriez le risque de contracter le VIH et vous devez mourir. Après, la COVID est arrivée. Nous n'avions pas appris des leçons du cas du VIH. Et après, le COVID-19 est arrivé. Alors, après Covid, aujourd'hui, nous sommes tous ici à respirer le même air dans la même salle. Et voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Nous respirons. Comment avoir des relations intimes, respirer. C'est que tout est programmé. La sécurité alimentaire, en 3 jours, on n'a rien à manger et c'est la fin. Tout ce qu'on aura, ce sera de l'eau. Et à un moment donné, une semaine sans eau, vous imaginez déjà les conséquences. Commençons par voir les défis auxquels peuvent être confrontés les êtres humains. Aujourd'hui, nous nous disons, bon, si tu fais ça, telle est la conséquence, vous faites A, B est la conséquence. Alors, nous avions déjà parlé de presque tout ce qui nous concerne ici. Merci beaucoup. Je voudrais terminer en essayant de répondre de façon pratique à ce que nous faisons. Ce que nous faisons qui nous a donné la possibilité donc de siéger au conseil d'administration de CDC Afrique, qui est l'agence panafricaine de santé, où nous représentons toute la société civile sur des questions de santé. Ce que nous faisons, c'est qu'il y a de cela déjà 20 ans, nous, jeunes Africains, jeunes médecins, nous avons pensé qu'il était possible d'apporter une réponse significative et durable à la problématique de l'accès aux soins de santé en zone rurale. Je l'ai dit tantôt, 60 voire 70% de nos populations africaines vivent en zone rurale et malheureusement, dans nos villages, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de médecins qui acceptent d'aller en zone rurale et nous devons penser. Pour une Afrique forte, nous devons réfléchir sur cette problématique et nous avons pensé organiser des campagnes de soins spécialisés et aujourd'hui nous avons l'expertise de pouvoir opérer entre 80 et 100 malades par jour et pas plus que demain. Demain, nous avons une grande mission pour opérer en 3 jours près de 350 patients. Ce sont des expertises que nous avons développées et nous pensons que ce sont des initiatives endogènes africaines que nous devons répliquer pour apporter une réponse aux soins de santé de nos populations vivant en zone rurale en Afrique. Je vous remercie. Excellent, excellent. Ça, c'est un dernier mot de la fin. Ce qui en ressort, c'est que sur ces questions, si les objectifs sont très précis,
la société civile panafricaine peut faire le travail comme vous l'avez fait. Donc je pense que maintenant, il faut vraiment que la déclaration fixe des objectifs bien précis en matière de santé et de sécurité alimentaire et de définir le rôle de ces sociétés panafricaines qu'on voit ici, d'ici 10 ou 15 ans, où est-ce qu'on doit être. Je vais m'arrêter là, malheureusement on n'a plus de temps et je suis désolé d'avoir débordé un tout petit peu, mais il y a une table ronde très importante tout à l'heure qui va peut-être continuer la discussion. Je vous remercie encore. Je suis désolé, je ne peux plus rien prendre du tout, mais la discussion continue. Merci beaucoup à tout le monde et la parole est à vous. Merci beaucoup. Oui, la photo de famille apparemment. Oui, oui, la photo de famille. Okay. The group photo, please.